Je me présente, Hugues Moreau, je suis pilote hélicoptère au sein de la société Babcock, qui a passé un appel d'offres avec la région hospitalière Bretagne pour fournir un hélicoptère sanitaire à Brest et à Saint-Brieuc. Donc là, à l'heure actuelle, je travaille sur l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc le métier de pilote SAMU. Le cursus, alors comme vous voyez, il y a 80% de pilotes issus de l'armée et 20% du cursus civil. Alors, à peu près une répartition, 60% de l'armée de terre, l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, 20% de l'armée de l'air, 10% de la marine et 10% de la gendarmerie. À savoir que gendarmerie, je fais un petit écart, il faut au départ s'engager en tant que gendarme et après on a une chance sur je ne sais pas combien pour être pilote gendarmerie. Au départ, on est gendarme et ensuite on a des possibilités pour être pilote. Et 20% pour un cursus civil, qui est mon cas, soit en faisant une formation en France dans une école de pilotage, ou une formation à l'étranger, aux États-Unis ou au Canada. Pour mon cas, j'ai fait une formation au Canada. Les critères de sélection, j'ai résumé de l'armée, donc il faut être entre 18 et 32 ans, je crois, de cette France. 25. Quoi. 25 voilà. Pilote, attention. Ah oui, pour pilote, ouais, 25. Non, mais l'âge, je parlais de l'âge. L'âge, oui, c'est ça. Voilà. De l'université française. 25 ans. Avoir le diplôme bac, c'est obligatoire, mais c'est un minima. Et satisfaire aux épreuves de sélection spécifiques et être déclaré physiquement médical. Donc, comme je disais, épreuve physique, des sélections internes. Les critères de sélection civile, donc avoir plus de 18 ans, passer la visite médicale au CEMPN, donc à Percy. La visite d'admission sera passée à Percy. Alors, à savoir que le coût est assez énorme. C'est environ la visite d'admission, c'est environ 400 €. Particularité des militaires, bon, bah, tout ça, chez nous, c'est gratuit. Mais non, c'est vrai. Bah, oui, voilà, c'est-à-dire que nous, vous venez chez nous, même quand vous passez les tests de sélection, ça se passe à Tours, avec le simple bac, là, c'est gratuit. Et on prend tout en charge. Transport, hébergement, tout est pris en charge. Donc c'est pour ça qu'après, en effet, commencer pourquoi pas par une carrière militaire, 10 ans ou 20 ans de contrat, parce que jusqu'au bout, et puis rebondir ce que tu viens d'expliquer, ce qui est très bien. On n'avait pas évoqué tout à l'heure l'armée de terre, parce qu'en fin de compte, les hélicos, en effet, c'est plus particulièrement chez l'armée de terre. Mais nous aussi, on a des pilotes d'hélicos. Très peu, mais ils sont chez nous aussi. Donc, passer des épreuves théoriques, réglementation, navigation, météo, des épreuves pratiques en vol. Et le dernier point, que j'ai mis avec beaucoup de points d'exclamation, le côté financier. Alors, je vais vous donner un ordre d'échelle pour un pilote professionnel hélicoptère. Il faut compter dans l'entour des 120 000 €. Voilà. C'est pas donné. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très motivé. Alors après, il y a aussi des possibilités de financement. Bon, bah, emprunter dans une banque. Et après, il y a les systèmes de fonds GESIF, c'est-à-dire des systèmes d'aide à la formation. Bon, il y a des années, et ça dépend surtout des départements et des années, mais il y a certains départements qui financent 50%, d'autres 20%, donc voilà. Alors, la sélection pour être pilote SAMU, il faut avoir un minimum de 1500 heures de vol total en tant que commandant de bord et 50 heures de vol de nuit. Et comme je le répète, 80% sortent du civil et 20% sortent 80% militaire et 20% civil. Pour atteindre en tant que pur civil les 1500 heures de vol, moi il m'a fallu, et c'est pas que je suis chanceux, mais il m'a fallu environ 8 ans pour acquérir mes 1500 heures de vol. Donc c'est dans le privé, ça fait beaucoup d'années de galère, quoi. Les métiers de pilote hélicoptère, donc transport de personnes, de matériel, faire des vols photos, vidéos, même si on est beaucoup concurrencé par nos amis les drones, le treuillage, les transports de charges sous élingue, travailler en plateforme pétrolière, faire de l'offshore, c'est-à-dire que déposer des patients sur des plateformes pétrolières, les visites de ligne EDF et gazoduc, le traitement agricole, surveillance et extinction de feux de forêt et le SAMU.
La répartition sur le métier de pilote SAMU, c'est-à-dire pilote hélicoptère, pas SAMU, c'est 70% de militaires et 30% de civils. À savoir que le pourcentage de civils est en train d'augmenter un tout petit peu plus. Voilà. Mon parcours professionnel, donc j'ai passé mon pilote privé avion à partir de 17 ans, j'ai été breveté de 16 ans, j'ai été breveté à 17 ans, et là je rebondis sur mon collègue, moi aussi j'ai pris mon vélo, je faisais 15 km aller, 15 km retour pour aller à l'aéroclub. De mon lycée qui était à 6 km de l'aéroclub, j'y allais à pied pour aller passer mon pilote privé avion, donc ça montre une certaine motivation. J'ai passé mon bac, l'équivalent maintenant du bac S, et j'ai fait les sélections de l'armée. Pourquoi? Parce que c'est surtout le côté financier. Hein. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer la formation. Donc j'ai passé les sélections ALAT, Armée de l'air. Malheureusement à l'ALAT, j'étais trop jeune quand j'ai passé les sélections et ils m'ont sélectionné, pas sélectionné, ils m'ont mis en tant qu'immature. Effectivement, j'étais trop jeune et pour moi, je voulais être pilote d'hélicoptère, mais pas militaire. Et voilà. Quand on s'engage dans l'armée, il faut avant tout être militaire. Voilà. Et ensuite, on peut être pilote, mais au départ, c'est militaire. Et l'armée de l'air, sur une sélection de 200, on est resté 75, ils en prenaient 25 et j'étais 50e. Donc voilà. Et la marine ne m'intéressait pas. Et la gendarmerie, ça ne m'intéressait pas parce qu'il fallait s'engager au départ en tant que gendarme. Et ensuite, j'avais une possibilité, mais qui était minime, pour être pilote d'hélicoptère. Et moi, je ne voulais être que pilote d'hélicoptère. Voilà. Oh, c'est vieux, ça fait bien 25 ans, quoi. On va trouver tout à l'heure des points communs, hein, parce que justement, après mon recrutement de pilote, comme que ça n'avait pas loupé, je partais pour être contrôleur aérien. Et en fin de compte, au moment du recrutement, enfin de l'entretien, etc., on m'a demandé de mettre un choix supplémentaire. Et puis surtout, on voyait bien le cursus, mais ça ne vous intéresserait pas, en fin de compte, de sélectionner les pilotes alors que vous avez voulu être pilote? Ouais, pourquoi pas. Et de 92 à 2002, j'étais au recrutement PN à Brétigny-sur-Orge. J'ai passé ma sélection à Brétigny. Bon, voilà. Donc voilà, peut-être qu'on s'est rencontrés. Donc ensuite, j'ai passé mon service militaire. J'ai ensuite je suis parti ensuite au Canada, passer ma licence canadienne. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup moins cher. Je suis revenu en France faire une reconversion. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la licence canadienne n'est pas reconnue en France. Ils reconnaissent les heures de vol, mais ils ne reconnaissent pas la licence. Donc il a fallu que je refasse une reconversion. Et ensuite, ça a été le début de la galère. Donc, voyant que peu de compagnies me faisaient confiance parce que j'avais très peu d'heures, quand je suis sorti de l'école, j'avais à peu près 200 heures de vol. Je ne peux pas concurrencer vis-à-vis d'un militaire qui sort avec 1000, 1500 heures de vol. Et en plus, il y a certaines sociétés qui ont des compagnies d'assurance qui obligent les sociétés d'hélicoptères à ne pas employer des jeunes pilotes parce qu'il y a une surcote. Donc ils disent, ok, le tarif est tant, mais il faut que vos pilotes aient un minimum de 500, 1000 heures de vol. Donc j'ai décidé de créer ma propre société, de me mettre en travailleur indépendant. Ça a duré 6 ans et j'ai travaillé pour différentes sociétés. Donc j'ai drainé toute la France, j'ai créé des contacts qui m'a fait connaître d'autres personnes, qui m'ont fait connaître d'autres personnes, et j'ai travaillé en moyenne pour, en France, 3 compagnies. Et ça m'a permis aussi d'aller travailler au Canada et au Venezuela. Pendant une année au Canada, une année au Venezuela. Parce que j'avais encore ma licence canadienne en valide. Ne trouvant pas de travail en France, j'ai décidé de partir au Canada, essayer de trouver du travail. J'ai trouvé du travail. Bon, ça n'a pas été simple, j'ai trouvé du travail. Ensuite, je suis revenu en France, parce qu'il y avait une petite crise au Canada, je suis revenu en France, et là, j'ai retrouvé d'autres travail. Ça a duré à peu près, je marque 6 ans, mais à peu près 6 à 8 ans, quoi. La société, vous étiez, c'était de la prestation de service? C'était de la prestation, oui. Donc moi, je louais juste ma prestation de service, j'étais payé à l'heure de vol. Donc je faisais 1 heure de vol, le tarif était tant, quoi. Voilà. Je ne vous cache pas que c'était des années où ce que je gagnais, ça me payait mes charges. C'est-à-dire que je ne me sortais pas de salaire. Donc c'est pour ça que je le répète, il faut être très, 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 très motivé.
Parce que si j'avais pas eu la motivation, il y a très longtemps que j'aurais arrêté, quoi. Et ensuite, une des sociétés pour laquelle je travaillais en tant que travailleur indépendant a récupéré un contrat SAMU qui était au départ en Vendée, ayant les 1500 heures de vol, mais par contre n'ayant que 25 heures de nuit, m'ont dit « Ok, on te propose un poste en pilote SAMU en Vendée, mais il te manque 25 heures de nuit. » Bon, ben, il a fallu que je me paye moi-même mes 25 heures de nuit pour aller accéder à 50 heures de nuit. Donc ça m'a encore coûté, je crois que c'était à l'époque, ça a dû me coûter 5-6 000 euros, quoi, pour pouvoir avoir mes 50 heures de nuit, pour avoir un poste de pilote SAMU en Vendée. Et petit à petit, cette société-là a récupéré le contrat à Saint-Brieuc, et c'est ça qui m'a fait venir à Saint-Brieuc. Voilà. Le métier que j'ai... Alors, principalement pour les pilotes SAMU, il y a deux types de secours. Le secours primaire et le secours secondaire. Le secours primaire, on va directement sur le lieu d'intervention. C'est-à-dire comme un accident de la route, un accident cardiaque, on se pose sur la route, on se pose dans un jardin, dans un champ, sur la plage pour un noyé. Et le secours secondaire, donc c'est-à-dire qu'on va d'un hôpital à un autre, c'est-à-dire qu'on emmène un patient d'un plateau technique à un autre plateau technique. On va régulièrement à Rennes, à Brest pour la neurochir. Paris, on va régulièrement à Paris pour la pédiatrie. Nantes, l'été, c'est pour les brûlés. Donc voilà, on emmène des patients d'un plateau technique à un autre. Et il y a aussi le côté visite avant vol. Tous les matins, on est obligé, comme tous les pilotes, avions comme hélicoptères, de faire une visite avant vol. Donc c'est une visite visuelle, où il y a des critères à regarder, le niveau d'huile, certaines pièces. La gestion du vol, c'est-à-dire qu'en vol, on doit gérer la navigation, la communication, les zones de posée, surtout en sanitaire. Quand on fait des interventions primaires, on ne sait pas où on va se poser. On a une adresse, on va prendre les coordonnées GPS, on regarde à peu près, maintenant avec Internet, on peut avoir des visuels satellitaires, on peut voir, mais qui ne sont pas souvent à jour, et on part sur l'intervention, donc c'est à nous de gérer de là où on va se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment de place? Est-ce qu'on est sécuritaire si on n'a pas des obstacles, des barrières, des objets qui pourraient potentiellement voler? Donc voilà. On aide aussi l'équipe médicale. On reste dans nos certaines compétences. Hein. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons poser une perfusion, mais on emmène le matériel. On connaît à peu près, moi ça fait 14 ans que je fais du SAMU, donc je sais, quand je vais sur une intervention, je sais à peu près ce que le médecin et l'infirmier auront besoin comme matériel, donc je leur apporte. L'administratif, alors là l'administratif, il y a beaucoup d'administratifs. Pour une heure de vol, j'ai quasiment une heure d'administratif, de papier à faire. Et sur la base de Saint-Brieuc, donc on fonctionne sur une astreinte, on travaille de 8h à 22h en non-stop pendant une semaine. Ensuite, on a une semaine de repos et après, on a une semaine de mise à disposition. Donc, c'est une semaine où on est plus ou moins d'astreinte et la société peut nous appeler pour nous dire il y a un arrêt de travail sur telle base, il faut que vous alliez faire un remplacement. Et sur les bases H24, donc les pilotes font 8h, 20h. Il y a un autre pilote qui vient faire 20h, 8h pendant une semaine. Ils ont une semaine de repos et ensuite ils ont 15 jours de repos. Voilà. Et je reste à votre écoute pour des questions. Alors après, si vous avez des questions aussi avion, je peux potentiellement aussi vous répondre parce que c'est au niveau critères de sélection, au niveau cursus, j'ai des amis aussi qui sont pilotes de ligne, donc je pourrais aussi vous répondre. À Saint-Brieuc, en pilote SAMU, il n'y en a qu'un seul. Il y en a un à l'hôpital de Saint-Brieuc et un à l'hôpital de Brest. Après, il y a 2 hélicoptères sécurité civile, 3 même. On va dire parce que la Normandie, il y a Granville, Lorient, Quimper. Et après, il y a 2 hélicoptères gendarmerie qui sont à Rennes. Voilà. Alors là, ils vous vendent du rêve. Voilà. Ce sont des sociétés qui sont là pour faire du business. Voilà. Donc, elles vont vous dire, venez chez nous, vous payez la formation et on vous trouvera du travail ou on vous prendra chez nous. Il y a certaines sociétés qui le font. Moi, j'ai travaillé pour une société, j'étais correspondant France pour une société américaine qui existe toujours, qui proposait un visa J1. Je crois que ça existe encore. C'est un visa un visa étudiant qui vous permet de travailler sur le territoire américain. Donc, les gens faisaient leur formation qui durait à peu près entre 6 à 8 mois, entre la partie théorique et pratique. Et ensuite,
il restait le 1 an et demi ou 1 an un quart pour essayer de trouver du travail sur le territoire américain. Cette société-là proposait pour les gens compétents, motivés, qui faisaient preuve de beaucoup de compromis, il leur proposait un poste d'instructeur qui permettait de monter des heures de vol. Le plus souvent, les gens sortaient avec 1000 heures de vol au bout des 2 ans. Et ensuite, j'ai le cas d'un ami maintenant qui travaille au SAMU à Tours, qui lui a démarché beaucoup de sociétés aux États-Unis pour trouver du travail et a trouvé un poste en tant qu'instructeur. Mais par contre, il faut aussi payer sa qualif d'instructeur. Mais les sociétés qui vous proposeront du travail, MEF. Voilà, faites attention, on vous vend du rêve et ils sont là pour faire de l'argent. Et si, imaginons, vous connaissez quelqu'un qui veut aller faire une formation à l'étranger, prenez une société qui est connue et qui a pignon sur rue. Ne prenez pas des petites sociétés qui vous promettent du rêve ou des tarifs super intéressants. J'ai encore le cas, moi j'ai été faire il y a 15 jours un remplacement à Tours et j'ai un de mes collègues qui est en train de faire une licence, sa formation de pilote de ligne aux États-Unis, qui est passé par une petite société américaine gérée par un Français et il s'est fait avoir de 10 000 €. Voilà. Et il n'a pas de licence. Donc maintenant, il est obligé de passer par une autre structure pour pouvoir essayer de continuer à passer sa licence de pilote de ligne. Voilà. Après, il y a des grandes sociétés, il n'y a aucun problème, on peut y aller. Mais des sociétés qui vous promettent du travail, MEF. Voilà. Pourquoi l'hélicoptère? Alors, pourquoi l'hélicoptère? J'en ai strictement aucune idée, parce que j'ai personne de ma famille dans l'aéronautique. L'avion m'intéresse pas, je m'ennuie en avion. Si, pour m'amuser, faire de la voltige, oui, là, l'hélicoptère, c'est une certaine liberté, pour moi. Hein. La liberté de pouvoir se poser n'importe où. Voilà. Je peux me poser n'importe où, dans un champ, sur la plage, tout en restant réglementaire, mais voilà, c'est la certaine liberté que j'ai, que je n'ai pas forcément en avion, quoi. Mais bon, j'ai passé mon pilote privé avion. Pourquoi j'ai passé mon pilote privé avion? Parce que c'est surtout encore une histoire de coût. Le coût du pilote privé avion est moins cher que le coût d'un pilote privé hélicoptère. Voilà. Et ce que j'ai oublié tout à l'heure de dire aussi, c'est après mon service militaire, j'ai passé aussi mon pilote privé hélicoptère. Donc j'avais beaucoup moins d'heures de vol à faire en hélicoptère, parce que j'avais déjà une expérience aéronautique en avion. Je crois que j'avais 25 heures de vol à faire en hélicoptère. Voilà. Vous avez parlé de 120 000 € le financement. Oui. Tout compris. Alors, la formation. Je compte pas l'hébergement, la nourriture, moyens de locomotion. Donc ça aussi, il faut le mettre surtout pour des gens qui vont faire des formations à l'étranger. Ne pas oublier que la formation coûtera moins cher, mais il faut mettre aussi dedans l'hébergement, la nourriture. Quand on est à l'étranger, il faut un moyen de locomotion, donc une voiture. Voilà, c'est un coût qui est quand même non négligeable. Alors après, il y a aussi certains fonds gestifs qui permettent de payer une partie de la formation faite à l'étranger. On parle fonds gestifs, ça fait plusieurs fois, ça concerne bien les salariés. Oui, voilà, pas les gens qui ont déjà travaillé, quoi. Voilà. Ah oui, c'est compliqué de trouver du travail, oui. Alors moi, je vous cache pas, quand j'ai commencé il y a 15 ans de faire du SAMU, je travaillais à l'époque, il y avait beaucoup moins de restrictions au niveau horaire. Je travaillais H24 pendant une semaine. Pendant ma semaine de repos, j'allais faire des vols touristiques, vols photo, vidéo. Donc c'était pas une semaine de repos. Hein. Et j'étais payé 1 500 € net par mois. Voilà. Et il fallait que je m'estime heureux de gagner 1 500 € net par mois, parce qu'on me disait, si t'es pas content, il y en a 10 qui sont à la porte et qui sont prêts à travailler, quoi. Donc c'est pour ça que mon collègue tout à l'heure, Eric, disait qu'il fallait faire beaucoup de compromis, et j'ai fait beaucoup de compromis. C'est-à-dire qu'il y a des années, moi j'ai même des collègues en avion qui, pour pouvoir rentrer dans une compagnie, payent les heures de vol. C'est-à-dire qu'ils sont copilotes, et ça c'est interdit, hein. Normalement c'est interdit. Ils sont copilotes ils sont salariés dans une société, mais c'est eux qui payent l'heure de vol pour pouvoir monter leur minima d'heures de vol,
pour dire, bah, attendez, moi j'ai 500 heures de vol en tant que copilote sur Airbus A320, bah, voilà, je peux essayer de postuler sur d'autres sociétés, quoi. Mais voilà, c'est beaucoup de galères, quoi. Moi, ce que je peux conseiller à des gens qui veulent passer, qui ne veulent faire ça que dans le civil, un cursus civil, dans un premier temps, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a un certain coût, mais passez votre visite médicale. Passez dans un premier temps la visite médicale, parce que là, de là, vous saurez si vous êtes apte ou pas médicalement, et vous pourrez engager des coûts de formation. Parce que moi, j'ai des collègues qui ont engagé la formation, qui ont commencé la théorie et la pratique, et puis avant de passer l'examen, bah, on est obligé d'avoir le certificat médical, on passait le certificat médical, et puis bah, là, aux surprises, bah non, vous n'êtes pas apte, monsieur. Donc, bah, c'est des gens qui ont engagé un coût financier dans une formation qui ne sera pas diplômante pour le pilote professionnel. Le médical aura peut-être juste les critères du pilote privé, mais pas du pilote professionnel. Pour les pilotes de ligne en travail en équipage, c'est-à-dire que double pilote, pilote et copilote, la visite médicale est dans le civil tous les 2 ans. Après 40 ans, c'est tous les ans. En tant que monopilote, comme ce qui est mon cas en pilote d'hélicoptère, c'est avant 40 ans tous les ans, après 40 ans tous les 6 mois. Donc moi tous les 6 mois je suis obligé d'aller, désolé j'ai plus de 40 ans, ça se voit pas mais bon, je suis obligé d'aller à Paris passer ma visite médicale, donc tous les 6 mois c'est l'expectative, c'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête en disant voilà, qu'est-ce qu'ils vont me trouver, parce que plus de médical, ben on ne peut plus voler, quoi. Voilà, plus de travail. Moi, je suis un prestataire privé. C'est-à-dire que je n'appartiens pas à l'hôpital, quoi. Je n'ai rien à voir avec l'hôpital. Voilà. Et là, je suis rendu à ma... Donc ça fait 14 ans que je suis à Saint-Brieuc, je suis rendu à ma 3e société. La première société a eu un contrat de 3 ans, elle a perdu le contrat. Ensuite, ça a été pris par une autre société pour un contrat de 5 ans, qui a été renouvelé encore 5 ans, qui a perdu le contrat, et j'ai été repris par l'autre société. Alors à savoir que la société qui est repreneuse n'est pas dans l'obligation de reprendre les pilotes. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai beau signer un CDI sur mon contrat, pour moi c'est pas un CDI, c'est un CDD. Donc là j'ai encore 6 ans, le contrat a encore 6 ans. Après les 6 ans, la société peut perdre le contrat, c'est une autre société, et elle peut me dire bah monsieur, on vous prend pas, quoi. Donc la société pour laquelle je travaille est dans l'obligation de me garder, mais si elle n'a pas de contrat, elle me licenciera, quoi. Et j'ai des collègues, c'est arrivé, quoi. Et pareil, à une certaine époque, bah, l'époque où je faisais du H24 pendant une semaine où j'étais payé 1500 € par mois, les sociétés qui reprenaient le contrat, donc n'étaient pas dans l'obligation de reprendre les pilotes, mais si elles reprenaient, elles n'étaient pas dans l'obligation de reprendre l'ancienneté. Donc j'ai des collègues qui avaient 15 ans d'ancienneté qui sont repartis à 0. Donc il y a quelques années, on nous a fait des grèves pour avoir des conditions de travail un peu améliorées. Donc maintenant, si la société reprend le contrat, elle est donc pas dans l'obligation de reprendre des pilotes, mais si elle reprend les pilotes, elle est dans l'obligation de reprendre avec l'ancienneté. Donc normalement, on ne perd rien au niveau salaire.